Bonjour à tous, c'est la 30e de la table de la quotidienne, toujours en partenariat avec Sabre et Avis. Bienvenue autour de cette table qui est 100% consacrée à la distribution. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Adriana Michela, présidente du réseau Cediv, Nadia Van Cleven, directrice générale de Carrefour Voyage, et notre garçon Jérôme Delante, directeur de la distribution chez Thomas Cook. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue, bon appétit. Merci. Alors, on va aborder quelques sujets et on va commencer par un qui est un petit peu difficile. Donc, vu qu'on n'a pas commencé notre digestion, on va l'aborder directement. C'est les nouvelles contraintes liées à la directive européenne qui va être mise en place, je crois, au 1er juillet. Adriana, est-ce que tu veux ouvrir Ah, mais si Jérôme. Ladies first. Non, distorsion de concurrence, là. Bah alors Jérôme, vas-y, t'as été désigné. Ah, parlez pas de distorsion de concurrence. Hein. Non, on parle de la Non. directive européenne. Bon appétit. Bon appétit. Alors malheureusement, j'étais pas à la réunion des entreprises du voyage cet après-midi qui a dû évoquer le sujet. Donc voilà. Bon. Globalement, par rapport à ça, ce qu'on a à dire, c'est que c'est des contraintes additionnelles, comme on en a beaucoup en fait cette année. En fait, on a 3 gros chantiers réglementaires. Donc, on va parler de la Travel Package Directive européenne. En parallèle, on a quand même des chantiers de réglementation assez importants aussi à traiter, et ça va de pair, puisque c'est dans on va dire dans la lignée de la défense du consommateur et du client final, qui est toute la partie concernant la protection des données clients. Donc s'il y a un moment, ce soir, on parle de CRM et de gestion de la relation client par des canaux informatiques et digitaux, on sera en plein dans ce sujet. Et ça, c'est avant le 1er juillet. Non, ça c'est un autre, ça c'est fin mai, ça c'est le 25 mai. C'est demain. Hein. Et on a en parallèle quelque chose qui concerne aussi un point qui est important, puisqu'on parle aussi en tant que distributeur de toute la partie moyens de paiement et facilité de paiement qu'on peut proposer aux clients, tout le chantier de réglementaire par rapport aux normes dites PCI-DSS, conservation des données bancaires des clients et sécurisation. Donc ça, c'est 3 gros chantiers réglementaires qu'en tout cas chez Thomas Cook on adresse cette année. Pour revenir sur la directive européenne sur le voyage à forfait, donc elle va prendre effet effectivement au 1er juillet. Alors ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'au niveau de la date, ça a été un choix de législateur et pas un choix d'opérateur, puisque un 1er juillet, c'est en pleine saison. Bon, il y a eu des échanges et des travaux qui ont été faits au niveau de la profession. Enfin, je pense que tout le monde a été un peu concerné, qui a été déjà commencé par voir un petit peu les impacts et comprendre ce qui avait été prévu et échafaudé par le législateur, qui forcément, comme souvent, on a déjà vu ça sur d'autres sujets, n'a pas appréhendé exactement toutes les difficultés techniques. Parce que clairement, il s'agit de donner plus de transparence aux clients, notamment sur la partie frais d'annulation. C'est des choses qui sont quand même assez compliquées à gérer, puisqu'on a un métier assez, on va dire, compliqué de ce point de vue-là, avec moult opérateurs, ne serait-ce que quand j'achète un billet d'avion, le package, c'est un vol low cost, c'est un vol régulier, c'est un vol charter, les conditions d'achat diffèrent, et en clair aujourd'hui, en termes de coûts réels, il y a quasiment autant de coûts réels qu'il y a quasiment de dossiers ou de packages ou de solutions de voyage proposées aux clients. Donc arriver à normer ça et donner de façon normée et homogène une vision claire au niveau des clients, techniquement c'est impossible. Donc je ne sais pas si vous avez évoqué, c'est ça. Justement, ça va demander énormément d'investissement technologique. Voilà. C'est pas impossible, globalement, les conditions, quand on les vend aux clients, on les connaît. Seule chose, c'est vrai qu'on est un secteur aujourd'hui qui n'est peut-être pas assez industrialisé pour pouvoir nous permettre justement de définir des conditions au moment de la vente. C'est peut-être là où effectivement ça va nous demander, nous, dans le secteur du voyage,
de franchir ce pas. Ce pas qu'on aurait dû franchir, je pense, néanmoins depuis quelques temps. On prend un acteur, vous prenez les gros GAFA, prenez du Expedia, qui est quand même un acteur majeur, qui fait plusieurs milliards d'euros sur du package dynamique. Au moment de la vente, il est tout à fait à même de donner toutes les conditions d'annulation en toute transparence à son client. Je pense que c'est pas tout à fait là le problème, hein. Nadia, les conditions d'annulation aujourd'hui on les donne, on les connaît. On les connaît. Alors juste pour donner quelques informations à Jérôme, moi j'étais à la réunion cet après-midi. Sincèrement, on a fait une réunion plutôt technique. Moi j'ai l'impression en fait que l'on va effectivement donner plus de transparence sur l'information que l'on doit donner aux clients, mais à la fois on le fait déjà. Je pense qu'en réalité, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on devra mieux faire notre travail, mais en amont, le tour opérateur se devra de nous donner la meilleure information qui soit. C'est surtout ça. Et donc, mais oui, le mais tour opérateur aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on n'a pas toute cette transparence et toute cette segmentation du package. Tu vas avoir ton package global. Bon. Et les conditions Et des conditions du tour opérateur de façon globale. Mais on ne l'a pas au produit et à la vente. Il me semble, alors là on a quand même un tour opérateur autour de la table. Et c'est vrai que globalement... À la vente du produit, on connaît exactement le produit que l'on vend, on connaît exactement les conditions de vente. Je pense que c'est la transparence, elle n'est pas là. C'est à l'information. Le client, quand il va venir... Le montant des taxes aéroports aujourd'hui, on est bien d'accord. Le montant des taxes aéroports aujourd'hui, dans un package, il reste quand même noyé avec des frais de dossier, avec d'autres prestations qui peuvent prêter en tout cas à confusion au moment de la vente. Alors là, je suis désolée, hein, mais moi, il me semble que déjà cette règle, ça ne peut pas être noyé. Les taxes YQ vont être supprimées, c'est clair, elles vont être mieux réparties, mais les taxes, Vont être. Oui, mais on les connaît. Elles ne le sont pas, Adriana. Mais comment ça? Nous, on fait ressortir les taxes sur tous nos bulletins. Donc, à un moment donné, pourquoi elles ne ressortent pas? Pourquoi elles le ressortent déjà aujourd'hui? C'est obligatoire. Tu dois Pas sur le package charterisé. Oui, mais d'accord. Sur le package charterisé. Alors, quand tu vends du package vol sec, vol régulier, pardon, effectivement, là, tu as une décomposition du tarif qui est quand même globalement transparente, normée. Mais à partir du moment où on a affaire à du package charterisé, là, c'est déjà un tout petit peu plus complexe, il me semble. Et je pense que c'est technologiquement, le tour opérateur, lui, fait son package. Et technologiquement, dans la manière dont il nous le transmet... Mais c'est parce que ça les arrange de nous les transmettre comme ça. Demain, ils seront obligés de nous les transmettre autrement. Absolument, donc ça va demander... un travail différent. Je ne sais pas, Jérôme, mais je pense donc, que du coup, ça va demander au tour opérateur d'aller justement mener des développements technologiques sur des packages charterisés qui globalement s'apparentent à du package vol régulier hôtel sec. Et c'est vrai que c'est pas simple parce que les outils sont pas du tout les mêmes. Donc pour vous, c'est plus le problème du tour opérateur que le problème du distributeur. En fait, si je peux me permettre, c'est juste en fait quand je dis c'est complexité, ce qui se passe c'est que déjà le problème c'est que la source de l'information. Alors pour ce que disait, je suis d'accord avec Adriana sur la partie taxe. Si aujourd'hui il y a bien un élément qu'on arrive à isoler et à identifier au niveau du client, c'est les taxes. Par contre, sur le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est rendu d'autant plus compliqué qu'on est encore dans une chaîne qui n'est pas totalement désintermédiée, puisque en fait, on a des producteurs qui envoient à un réseau de distribution et qui va vendre à un client final. Et donc derrière, vous avez une chaîne de systèmes d'information et de règles de package de tarification qui s'accumulent et qui doivent en fait véhiculer une information qui doit arriver détaillée au client final. C'est en ça que c'est compliqué. Et donc en fait c'est comment je vais restituer l'information au client. Après au niveau d'un tour opérateur, la complexité c'est que la nature et c'est principalement au niveau de l'aérien, la nature des vols est différente. C'est-à-dire autant vous pouvez récupérer dynamiquement une information d'un tarif vol régulier dans un GDS,
les GDS aujourd'hui ne vous renvoient pas systématiquement le détail des frais d'annulation pour tous les types de tarifs qui sont restitués. Il y a des milliers de tarifs. Donc récupérer ces informations de façon structurée dans un système pour la restituer, juste pour la partie vol régulier, c'est compliqué. Les low cost, n'en parlons pas, on est sur encore d'autres types d'interfaces. Et sur la partie charter, c'est encore plus compliqué, puisque sur un charter, le tour opérateur, lui, prend un risque. Et en fait, c'est lui qui produit... Et donc, c'est lui qui... Voilà. Mais c'est lui... Oui, mais c'est normal que ce soit lui qui définisse les conditions d'annulation, puisque c'est lui qui porte le coût de revient. Et donc, le risque de non-remplissage, c'est lui qui l'a. Donc, il fait ses calculs et il dit, voilà, moi, le frais d'annulation, c'est moi qui le produis. De la même façon que sur un vol régulier, Air France, c'est eux qui produisent l'or. Donc, c'est normal. Pour un seul et même produit aujourd'hui, en tout cas technologiquement, tu peux avoir différentes dates de départ avec différentes typologies d'aériens ou d'offres aériennes en tout cas pour un seul et même produit. Donc là, j'avoue que technologiquement, je vous assure que ça se traduit chez toi, qui est donc une chaîne volontaire, comment tu l'appelles, chaîne volontaire, indépendant. Comment ça se traduit en termes d'explication à l'agent de voyage? Comment il va se sortir de ce bourbier Alors, je pense que déjà, il y a une chose ce qui est évidente, c'est que les agences qui ne seront pas équipées d'outils technologiques de gestion, ça va poser un problème énorme, à tous les points de vue, sur toute la réglementation qui nous arrive. De ne pas avoir un outil de gestion, ça va poser un problème. Nous, on en a plusieurs. On a Gestour, MB3M, on a IGA. Donc, il y en a qui ne sont pas équipés, qui vivent encore avec du Excel, enfin bon, qui ne sont pas équipés. C'est pas normal. Il est évident que la première chose à faire, c'est de trouver le bon outil. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même l'assistance et puis il faut... Voilà, et il est impératif qu'il y ait des outils et qui retransmettent bien toute la réglementation en vigueur, parce que c'est quand même important. Et la problématique, je pense qu'elle sera pas forcément sur le problème des taxes, mais sur l'information qu'il va falloir retransmettre d'une manière claire et cohérente au client final. Parce que quand on a effectivement le client qui est là, qui fait la commande, qui va passer commande pour X personnes, on est censé ne pas avoir toutes les informations. Je vais prendre un exemple précis. Il y a une personne handicapée dans le groupe de 10 personnes qui part avec ce voyageur. On ne le sait pas qu'il y a une personne handicapée. Par contre, il va falloir que nous, on transmette des informations sur l'offre qui va se faire dans l'hôtel, les prestations externes, et ça va être impératif, c'est qu'il faut qu'on lui communique l'accessibilité à l'handicap. Donc imaginons comment on va faire. On peut avoir un hôtel complètement structuré pour recevoir un handicapé, et on peut avoir une plage qui n'est absolument pas structurée pour recevoir un handicapé. Comment on va pouvoir faire passer ce genre de message à nos clients ? Alors, moi je dirais qu'aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, la réglementation qui va nous arriver, moi ça fait 15 ans que je fais des offres, des devis. Pour moi, c'est une obligation, c'est une offre préalable au client. On va avoir l'obligation de faire une offre préalable au client avec une fiche détaillée. Pour moi, ça ne change rien. C'est quelque chose qui me semble logique. Voilà, c'est ce qui va être indispensable. Alors, après... tout ce qui est conditions de vente, je pense qu'il va falloir effectivement s'imposer des règles et se dire, voilà, c'est moi qui suis le fabricant de voyage ou je suis le distributeur. Est-ce que j'ai une réglementation propre à mon agence, à ma structure, pour facturer des frais de dossier, pour facturer ce qu'on pourra faire, puisque moi je facture des frais de gestion et il est clair que je pourrais l'introduire dans mes conditions de vente. Moi je trouve que c'est normal, une annulation, ça entraîne des frais, donc j'ai posé la question, on pourra mettre des frais de gestion, on pourra mettre des frais de dossier, on pourra offrir des assurances. Donc en fait, ça va changer effectivement. On revient un peu en arrière, parce qu'il y a quelques années de cela, rappelez-vous, on devait mettre 3 compagnies aériennes dans le charter. On sera obligé de le faire de nouveau, avec peut-être des contraintes. Ce sont indiquées si c'est un vol le matin, un vol l'après-midi, un vol le soir. Mais en même temps, on peut le confirmer au moment de la remise du contrat de vente. Donc on aura des moyens pour se prémunir et se donner moi je pense, des garde-fous, comme on l'a toujours su le faire. Donc je ne vois pas la réalité aujourd'hui. Quand je sors de cette réunion, je suis moins inquiète que la protection des données des clients. Voilà. Ouais. En fait, je suis moins inquiète. Ça va demander un gros travail. Mais en même temps, il va y avoir, je pense, un travail à faire dans l'information
que les agents doivent faire à leurs clients, mais qui me semble indispensable, ça a toujours existé. C'est notre métier que de donner la meilleure information à nos clients finaux. Ça oblige nos conseillers à Voilà, plus de rigueur, beaucoup plus de rigueur, et c'est vrai. Et moi, j'ai vu Je suis assez qu'aujourd'hui, je d'accord. pouvais trouver des moyens, même pour alléger les contraintes. Je suis détestée par mon équipe parce que moi, je mets un détail complet sur une croisière. Je mets toutes les étapes. Donc demain, ça sera la même chose. En fait, si je fais le tour d'horizon de ce que j'ai vu cet après-midi, parce que c'est ce qu'on a fait, hein, surtout Jérôme, je me dis que bon, en dehors de l'aspect où le contrat va faire 10 pages, parce qu'avant on avait les conditions de vente générales qui s'imprimaient, là il va falloir les écrire d'une manière claire et cohérente. Voilà, ça va pas changer. Voilà, pour le grand public, voilà, il faudra juste. Normalement, le service Voilà, global que le client cherche quand voilà, il a exactement. une agence de voyage. Et c'est normal qu'on le fasse. Enfin, Absolument. moi, je trouve ça normal. Après, ça va demander effectivement un travail, une approche différente. Alors vous, les réseaux, c'est plus simple pour vous parce que vous avez... J'étais avec Leclerc cet après-midi, j'ai discuté beaucoup avec eux. Elle m'a donné beaucoup d'idées, où il y a des règles, où on ne doit pas déroger aux règles. Et je pense qu'elle a raison. Nous, voilà, normés. Nous, on n'est pas normés parce qu'on dit, on est un indépendant, ça peut ne pas avoir un outil de gestion, ça peut ne pas suivre cette règle. Eh bien, on va leur dire, ou vous suivez les règles et vous serez carré, ou vous ne suivez pas les règles, et à ce moment-là, c'est pas la peine, voilà, c'est votre responsabilité. Bon, après, je pense qu'on doit rassurer nos clients. Ils viennent dans nos agences, quelque part, ils ont choisi de venir physiquement dans nos agences, il y a des raisons. Alors, après, chacun de nous fera, je pense, comme il peut, pour donner la meilleure des informations à ses clients. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis très longtemps, on les assiste complètement. Je pense que c'est bon, c'est pas innovant, c'est pas neuf. Je pense que les gens qui sont passionnés comme vous deux ou comme moi, on sait déjà tout ça, quoi. De toute façon, il n'y a pas de doute sur le fait que une fois de plus, on s'adaptera. Ça, il n'y a pas de souci. Ce qui est un peu compliqué, c'est effectivement le choix. À la date d'application, voilà, la soudaineté de la chose et le nombre d'interrogations qui subsistent, 1er juillet, date de départ, date de résa, il y a encore des flous, et c'est ça en fait qui peuvent créer de l'incertitude. Par contre, c'est évident, je pense que comme précédemment sur d'autres sujets, il n'y a pas un coup près, ils ne vont pas envoyer des contrôles dans les agences le 2 juillet pour commencer à aligner la DGCCRF, à aligner les agences. Donc de toute façon, il y aura forcément un temps d'adaptation. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir bien compris, et comme le disait aussi Adriana, c'est bien cascader l'information au niveau des équipes, qu'elles puissent déjà, le comprendre, le mettre en œuvre correctement, et pouvoir l'expliquer aux clients. Parce que aussi, ça peut demander des contraintes supplémentaires, des choses qu'on va demander aux clients qu'on ne lui demandait pas avant. Il faut que les gens puissent parfaitement bien comprendre. Donc en fait, c'est un peu une conduite de changement qu'on va faire, étant, et je reviens sur le sujet, complexifié par le problème de système d'information. C'est ça le sujet. C'est l'information. Moi, je pense que c'est comment donner l'information sur le principe, on est d'accord pour la donner, mais comment dynamiquement. Voilà. Sur des voyages qui, on sait que les brochures ont de moins en moins la cote, et tant mieux, ça sauve des arbres. Donc tant mieux, et on est de plus en plus sur du pricing dynamique, donc forcément il faut qu'on ait des systèmes qui suivent, et si on doit donner dynamiquement pas seulement un prix de vente mais également les conditions sous-jacentes derrière, ça va passer principalement par la techno. Coopérative aujourd'hui a quand même énormément évolué dans sa proposition de package. Il y a une offre aujourd'hui qui est dynamique, et pas que d'aujourd'hui, ça fait quand même 5 ans qu'elle se développe de façon de plus en plus importante. Et ça répond aussi à une vraie demande client et un changement de comportement flagrant de la part de tous les consommateurs. Mais là encore, c'est formidable. On a su s'adapter aujourd'hui à l'offre, à la proposition de l'offre. Je pense que néanmoins, c'est toujours pareil, les nouvelles règles, alors elles sont contraignantes, c'est vrai que du coup, il faut les appréhender, ça prend du temps, c'est de la techno, mais elles nous obligent aussi effectivement à se dire, ok, il y a des nouvelles méthodes, il y a des nouvelles offres, il ne faut pas oublier néanmoins qu'elles doivent répondre aux mêmes règles de transparence, de service et de qualité de client
qu'on a pu en tout cas jusqu'à présent et qu'on se doit jusqu'à présent de proposer à nos clients. Et c'est vrai qu'ils reviennent dans les agences. Du coup, technologiquement, pardon. Je dis c'est vrai. Parce qu'en plus, les clients reviennent dans les agences, donc vous n'avez pas lâché le morceau et vous en récoltez les fruits. Moi qui suis débutante sur Orchestra, hein, puisque je débute sur Orchestra, et donc je me rends compte en fait qu'aujourd'hui, il y a une grosse part de responsabilité du tour opérateur sur l'information qui transite via Orchestra, qui n'est pas du tout normée, c'est-à-dire que tout le monde fait ce qu'il veut. Et je pose le problème réel, hein, c'est que demain, je pense que ça va les obliger à avoir une norme. Enfin moi l'autre jour, j'ai dit pourquoi ne pas faire... revoir les normes. À l'époque où Orchestra s'est lancé, il y avait le flux CETO, il me semble. Et il y avait le flux, comment s'appelle-t-il? Il y avait le flux pricing et le flux contenu. Et ça, effectivement, c'était plutôt une bonne chose. Et ça date quand même aujourd'hui d'il y a 15 ans. À mon sens, on a des années-lumière de la blockchain, là je te confirme. Néanmoins, et c'est vrai qu'on est resté, et ces normes-là n'ont jamais évolué. Elles n'ont jamais été remises. J'ai des questions sur la fiche qu'on doit envoyer aux clients. Hein. Bon, moi, je suis très à cheval sur les présentations. Voilà, le flux. Ça avait été normé il y a 15 ans. Et tu avais Amadeus qui n'avait pas essayé de la même manière de nous faire un outil, mais qui n'a jamais marché, qui n'a jamais été jusqu'au bout. Voilà, avec Travel Treatment. Mais c'est vrai que moi, j'ai posé une question. J'ai dit, je ne comprends pas. Il ne peut pas y avoir des pictos sur une fiche pour expliquer ce qu'on peut y trouver pour que ça fasse. Eh bien non. Enfin, moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, à l'époque où nous vivons, où on va très vite, ou quand on voit le site de Booking, enfin bon, je ne suis pas une adepte, mais tout est visuel, tout est rapide. Je sais pas, moi j'ai envoyé une présentation, je dis est-ce qu'on pourrait faire une présentation sur Orchestra qui s'adapte au goût du jour. Alors bon, je suis une agence indépendante, j'ai cru à un moment donné qu'ils me prenaient pour une extraterrestre. Je dis pour moi, il faut faire rêver le client. Or quand on reçoit les fiches via Orchestra, on ne fait absolument pas rêver le client. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen, à un moment donné, avec tout ça, c'est que ça remette en cause, quelque part, les flux qui vont arriver des TO pour qu'on puisse utiliser un document qui permette de faire rêver. Parce que demain, on ne pourra plus avoir des brochures. Dans l'état actuel des choses, ça ne sera plus possible. Donc il va falloir que les TO s'adaptent à la nouvelle norme. C'est eux qui devront s'adapter. Parce que nous, c'est pas du tout une critique, Jérôme, mais c'est un constat de vie. De tout. Sinon. Mais nous, on s'adapte. Sinon, l'agence, elle va aller dans Google, elle va chercher son contenu elle-même, elle va... C'est ce qu'on fait déjà, bien sûr. Mais c'est ce qu'on fait. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est ce qu'on fait. L'agence a fini par s'adapter, parce que quoi qu'il arrive, sur le package dynamique, il faut quand même être honnête, quoi. Quelle valeur ajoutée du tour opérateur si en plus les flux datent d'il y a une quinzaine d'années et qu'en termes de contenu, on n'est pas forcément les mieux servis. Bon, là se pose... Ça sert à vérifier une dispo et un prix. Ça ne sert pas à récupérer tout le contenu de l'information. Ah non, il y a deux flux, bien sûr. Non, je sais qu'il y en a deux, mais en fait... Bien sûr que si. Non, mais je sais, mais sauf que fonctionnellement... C'est la première marketplace. Oui, sauf que fonctionnellement... au comptoir, le vendeur, il s'en sert principalement pour aller vérifier une dispo et un prix, et après, il basculer sur d'autres systèmes, éventuellement pour aller chercher de l'information sur les produits. Parce que ce n'est pas fait, parce que c'est mal. Alors, non, n'a pas évolué. Écoute, moi, j'ai dit, mais comment on peut... À mon sens, obsolète. Obsolète, c'est obsolète. Encore que, il a néanmoins... Attention. Non, mais il paraît qu'ils ont changé, là. Il faut être honnête intellectuellement. On ne peut pas tout mettre sur le dos d'Orchestra. Non, c'est pour Orchestra. Orchestra récupère les flux des tours opérateurs. D'accord, ce n'est qu'un agrégateur. C'est la faute des TO, en fait. Non. Pas seulement. Je pense que... Alors, j'ai pas l'historique. Je n'ai pas l'historique de l'époque où le flux CETO et le flux XML a été normé. Je n'ai pas cette historique-là. Orchestra, lui, est un agrégateur. Peut-être qu'à mon sens, il serait temps de revoir et de refaire des ateliers au niveau de l'EDV ou autre pour peut-être se dire, ok, posons-nous d'autres questions. C'était très bien ce qu'on avait fait il y a 15 ans, il faut être honnête. Ça a servi pendant quelques années. Mais aujourd'hui, il faut qu'on aille un cran plus loin. Et cet exercice-là, on ne l'a pas fait.
ni les tours opérateurs. Non, oui. Elle est venue. Je peux vous poser une question parce que j'ai l'impression quand même que dans les réseaux, quels qu'ils soient, il y a de plus en plus de velléité d'aller négocier directement avec les réceptifs et en passant hors tour opérateur. Comment la directive qui va s'appliquer au 1er juillet couvre le client dans cette perspective? De toute façon, la responsabilité de plein droit, elle est à l'agence de voyage. Donc de toute façon, donc elle est sur l'agence. C'est pour ça que change pas. Donc ça change rien. Okay. D'accord. Donc ça change rien. Néanmoins, l'accessibilité à ces technologies et cette production dynamique fait que, on est bien d'accord, en dehors des produits labellisés, se pose la question de la valeur ajoutée du tour opérateur. Elle est plus là, en fait, la question. En tout cas, sur ce produit dynamique. Ou sur la valeur ajoutée du Théo ou pas? Ou est-ce qu'on fait Bon. Allez, protection du client. Non, mais c'est pas forcément un mauvais sujet. Hein. Protection, non, c'est pas un mauvais sujet du tout. Mais c'est vrai qu'un hôtel club packagé, etc., le client peut pas le trouver en dehors d'un Théo. Bon. Absolument, C'est tout à fait. son métier. Mais le produit labellisé, il a... Le circuit accompagné. Il y a encore quand même des tours opérateurs qui vivent très bien, qui fonctionnent très bien, qui sont rentables et qui ne font qu'agréger dynamiquement des vols dynamiques et des hôtels qu'on peut trouver n'importe où. Donc le fait le simple fait d'agréger, de toute façon, n'est pas le talon d'Achille d'un tour opérateur. Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai, effectivement, pour se différencier, un tour opérateur doit avoir des produits, des lignes de produits. Enfin, chez Jetour, on est quand même bien concerné avec des lignes de club et ces choses-là. Mais effectivement, je vois assez mal demain un réseau de distribution créer des clubs. Mais pour parler juste de la partie tour opérateur, la valeur ajoutée d'un tour opérateur dans l'agrégation de vols et d'hôtels, on pourrait se dire aujourd'hui, les vendeurs, dans les agences, ils accèdent à pléthore de vols via les systèmes, à pléthore d'hôtels. Pour autant, c'est les premiers à les réserver chez des tours opérateurs qui font la même chose. Mais ils le font dynamiquement. C'est comme Mr Fly avec les vols, qui va vous agréger des vols que les agences peuvent trouver à côté. Et pour autant, le système tient. Donc chacun y trouve son compte, c'est un modèle qui fonctionne. Donc voilà, donc pour moi, le modèle du tour opérateur n'est pas forcément en danger. Pour peu que le tour, pas pour peu par rapport à l'agence, pour peu que le tour opérateur s'adapte. Mais en fait, tu viens de dire le mot, hein. Il faut qu'il s'adapte. Mais le problème, c'est que demain, il va falloir que le Théo s'adapte. Comme l'agence s'adapte. Alors, tu vois, en fait, ce que le Théo a oublié, c'est que nous sommes le client des Théo. Et aujourd'hui, il a oublié qu'il doit nous apporter la même assistance que nous apportons nos clients. C'est-à-dire que si vous êtes là, pour que nous, on vienne vous acheter, il faut que vous nous passiez le maximum d'informations les plus précises possibles pour que nous, on soit dans l'intermédiation celui qui va apporter la bonne information au client. En fait, nous, on est le lien, on est votre cheville ouvrière. Et là, aujourd'hui, ce que je dis, moi, c'est que les Théo, ils ont oublié qu'il y avait des agences de distribution qui étaient vos chevilles ouvrières, à tous les Théo. Hein. Enfin, je pense que quand ils regardent leurs chiffres, ils n'oublient pas. Hein. Ils mais font les ventes. Hein. Écoute, quand tu vois ce qui se passe, hein, mais là, tu vois, Jérôme, c'est super ce que tu es en train de dire. Mais en même temps, il l'oublie. Parce que quand tu me fais une vente, je vais te dire n'importe quoi. Allez, on va parler de ces croisiéristes-là. Qui viennent, non, parce que c'est les spécialistes. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, ce que je dis ce soir, je leur ai déjà dit. Quand tu vas une croisière, que tu vas un tour du monde, avec un tarif, que le client, finalement, ils sont plusieurs, tu sais, hein, parce que généralement, c'est des petits groupes qui partent. Et il y en a un qui décide d'appeler le croisiériste lui-même, qui se dit « Ah, tour du monde, génial! Oh là là, 10 personnes tour du monde, yes !» Il va dire « Très bien, je vous le fais, prix net, hein, parce que j'enlève la commission agence, comme ça, j'ai du gain direct, machin et tout. » Et l'agence, elle a fait tout le travail, d'accord ? Et voilà. Donc, c'est qu'ils ont oublié qu'à un moment donné, cette agence de voyage, elle a fait tout le travail pour aller récupérer ses clients, ce tour du monde, qu'il a mis en interrelation avec le fournisseur, qui est le croisiériste, que je ne nommerai pas parce qu'ils font tous la même chose. Ils l'ont oublié. Ouais, mais si c'est sur un dossier, mais c'est tout le temps. Si c'est un dossier qui est clairement identifié, tu appelles le croisiériste et je te garantis qu'il va te la payer ta commission. Bien sûr, mais c'est ce qu'on fait. Mais c'est pas normal. Non, mais ce n'est plus normal. C'est là où on oublie qu'il y a des gens qui font un travail donné,
qui sont là et ils sont la proximité avec les clients. On ne devrait pas l'oublier, parce que moi, quand je fais le chiffre et que je vois 110% d'augmentation chez Jet-Tour, eh bien moi je dis que Jet-Tour ne doit pas l'oublier que j'ai fait 110%. Je pense pas que Jet-Tour, voilà, mais les tours ça c'est opérateurs, une aparté entre nous. Mais tu vois, moi je te dis, voilà, on ne doit pas l'oublier, parce qu'il ne faut pas l'oublier, parce qu'on apporte quelque chose au tour opérateur.